Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À l'aube d'une semaine sociale capitale, le gouvernement fait un geste en direction des enseignants. La réforme de la décentralisation est repoussée au mois de septembre et son contenu ouvert à la discussion. Les syndicats s'en félicitent, mais la grève n'est pas levée. Demain, nouvelle journée de test, cette fois sur les retraites. Forte perturbation attendue dans les transports, trains, avions, métro et bus. Le détail dans un instant. Encore un accident de car meurtrier, cette fois dans les Landes. Un véhicule à 2 étages d'une compagnie marocaine a fait plusieurs tonneaux. Le toit a été arraché. Il y a au moins 5 morts et plusieurs passagers dans un état critique ce soir. Premier face-à-face tendu et silencieux entre la famille Erignac et les assassins présumés du préfet. Le procès a commencé en début d'après-midi. Il devrait durer plus de 6 semaines. Un tête-à-tête plus long et plus détendu que prévu entre Jacques Chirac et George Bush à Évian. 1h15 d'entretien sur l'Irak et le Proche-Orient notamment. Le G8 a par ailleurs adressé un avertissement à la Corée du Nord et à l'Iran. Cap sur Mars avec le lancement réussi il y a un quart d'heure à Baïkonour de la sonde européenne Mars Express. Comment repérer les traces d'eau et donc peut-être de vie sur la planète rouge? C'est le dossier de cette édition. Enfin, Roland-Garros, il n'y a plus de Français dans le tableau masculin. Arnaud Clément a été nettement dominé par Alberto Costa. Qualification également pour les quarts de finale de Ferrero, González et Sabaleta, entre autres. Changement de ton pour les uns, déblocage pour les autres. On commence donc avec cette éclaircie, ce nouvel acte dans le conflit des enseignants. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Luc Ferry recevaient les 2 principaux syndicats. Ils ont donc annoncé un report à l'automne de la loi de décentralisation. Florence Griffon, Daniel Lévy. Acte 2, Nicolas Sarkozy entre en scène. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur avait bien l'intention de jouer son rôle de pacificateur à fond. Petit geste en direction de Luc Ferry, histoire de rappeler qu'il maîtrise la situation, et puis proposition concrète en direction des syndicats. Le projet de loi sur la décentralisation est reporté début septembre. À leur sortie, les syndicats apprécient diversement. On est satisfait parce que quand même, pour la première fois, on a senti vraiment une volonté de s'en sortir de cette situation. Pour l'instant, le gouvernement fait des offres d'ouverture. Nous les prenons. C'est quelque chose, c'est un premier pas. Pour nous, c'est insuffisant. Bien sûr, tout n'est pas réglé, loin de là. Les syndicats vont devoir noter par écrit leurs demandes. Tout devrait être rediscuté en séance plénière la semaine prochaine. En attendant, ils maintiennent la pression. L'important pour nous, c'est ce sur quoi ça va déboucher. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit à nos collègues que c'est pas le moment de lever le pied encore. À leur sortie, les ministres ne confirment pas le report. Nicolas Sarkozy se garde bien de crier victoire. Pour l'instant, on est vraiment dans le travail, dans le dialogue le plus sérieux et le plus approfondi possible. On tirera les conclusions à la fin du dialogue. Pour l'instant, le dialogue a bien repris. Il n'y a pas si mal. Demain, en tout cas, les discussions continuent. A priori, la mobilisation aussi. Et on retrouve en duplex près du ministère Jean-Baptiste Prédali. Vous avez suivi ces discussions, Jean-Baptiste. On peut dire que le dialogue est enclenché. Oui, David, on peut dire qu'il y a eu aujourd'hui une inflexion de la position du gouvernement et même d'ailleurs une concession faite aux enseignants. Reporter l'ensemble de la réforme sur la décentralisation à la mi-septembre, c'est bien sûr un geste de bonne volonté. Un geste qui doit permettre, dit-on, côté gouvernement, de faciliter les négociations en cours et donc le dialogue. Alors, pourquoi ce geste ? D'abord parce qu'on est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation sociale dans tous les secteurs et en particulier dans l'enseignement. Ensuite, parce qu'il y a une part de stratégie gouvernementale. D'un côté, on lâche du lest sur la décentralisation, de l'autre, on reste ferme sur les retraites. Enfin, ce qu'on retiendra de cette journée, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy dans la négociation et puis la place qu'il y a tout de suite occupée. Alors, il était là comme ministre chargé de la décentralisation, bien sûr, mais il a pris tout de suite une place très importante. Et pour un ministre de l'Intérieur, c'est une nouveauté. Il s'agit aussi d'apaiser une crise enseignante. Merci Jean-Baptiste. Une réaction politique. Jack Lang pour le PS se félicite, je cite, d'un recul du gouvernement et salue au passage, je cite encore, le sens de l'écoute de Nicolas Sarkozy. Pendant ce temps, le mouvement continue à toucher à des degrés divers des milliers d'établissements et notamment des universités. Examens repoussés à Nice et à Marseille par exemple. Laetitia Legendre avec nos correspondants locaux. Mauvaise surprise ce matin pour les étudiants marseillais qui voulaient passer leurs examens. Une centaine de grévistes a bloqué aux aurores l'accès à certaines facultés. Une action radicale pour dénoncer le projet de décentralisation du gouvernement. Prenons un exemple.
dans la région PACA. Le Front National passe. C'est la région qui va s'occuper de l'université. Comment va être gérée l'université? On n'est pas d'accord avec ça. Les examens ont donc été reportés, non sans quelques réticences. On réagit très mal, parce que nous on aurait bien voulu passer nos examens, il y en a qui en ont besoin pour bosser cet été, et je veux dire qu'ils l'ont commencé juste pour les partiels, donc il n'y a que les fumistes qui sont là à rien faire, quoi. Alors, c'est pas normal qu'on bloque nos examens maintenant? À la faculté de lettres de Nice, ce sont les professeurs grévistes qui ont bloqué les examens. Certains ont même interrompu les partiels, une initiative extrêmement controversée. Ton examen, tu le passes, ça servira à rien. Ça me servira à moi déjà. Ça ne me servira pas. L'examen studieux s'est vite transformé en une assemblée générale passablement confuse. Ce dont il a peur, le gouvernement, c'est qu'il y ait des étudiants dans la rue. Il a peur de vous. Message vis-à-vis du gouvernement d'une part, message vis-à-vis des profs du secondaire d'autre part, pour leur dire c'est possible de bloquer. Malgré le report du projet de loi sur l'autonomie des universités, étudiants et enseignants, eux, semblent vouloir maintenir la pression. Oui, on l'a dit, le gouvernement tente de déminer le conflit des enseignants pour protéger sa réforme des retraites. Beaucoup de choses vont se jouer donc demain. C'est une nouvelle journée de mobilisation générale, côté syndical, à l'exception de la CFDT et de la CGC. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de la gare de Lyon, car la grève a commencé à la SNCF dès ce soir. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Écoutez David, la grève effectivement a commencé depuis 20 h, mais il y a encore du trafic ici à la gare de Lyon. Des trains continuent d'arriver et des voyageurs apparemment espèrent encore prendre des trains. La SNCF les informe, car malgré les prises de service qui vont se dérouler maintenant avec des gens qui se déclareront grévistes, eh bien elle a déjà fait des prévisions. Alors, pour les trains régionaux, les TER, il en est prévu 1 sur 3, 1 sur 4 seulement en Ile-de-France, un corail sur 3 seulement, ainsi que un TGV sur 3. Pour Bruxelles, eh bien Thalys, il y en aura 3 sur 4. En revanche, pas de perturbation pour Londres avec l'Eurostar. Pour plus d'informations, la SNCF met à votre disposition un numéro de téléphone, le 08 91 67 68 69, vous le voyez sur l'écran. Dans les transports urbains, 55 villes devraient être touchées par un préavis de grève, 33 reconductibles. À Paris également, la RATP sera concernée, malgré que la CGT soit la seule à appeler à la grève. Alors, il devrait y avoir là aussi des prévisions, un métro sur 2, 2 bus sur 3 et 2 RER sur 3. Dans les airs, ce sont les aiguilleurs du ciel qui seront, pense-t-on, massivement en grève. Air France assurerait un vol intérieur sur 3 et l'ensemble de ces longs courriers. Enfin, un mot des autres secteurs que les transports. Des appels à la grève reconductibles sont à noter à la Poste, à France Télécom, à EDF, GDF, dans certaines banques et dans l'audiovisuel public. Voilà de façon non exhaustive, David, ce que l'on peut dire ce soir. Merci Agnès. Et rappelons que les régimes spéciaux, SNCF ou RATP, ne sont pas concernés par cette réforme. Mais les syndicats affirment qu'ils préfèrent prendre les devants, entre guillemets. Du côté des usagers, cette fois on a été informé à l'avance. Beaucoup ont pris leurs précautions. Vente de vélos en forte hausse, chambre d'hôtel près du lieu du travail. Reportage Elisabeth Esley, Jean-Paul Chaussé. Complètement bloquée par les grèves il y a 3 semaines, Virginie fait partie des centaines de Parisiens qui ont dévalisé les magasins de vélos. J'ai acheté le premier jour des grèves. Et ça, c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu, j'en avais très envie, mais là, ça m'a vraiment décidé. Tu me suis, Elisabeth ? Elle a choisi le moins cher, 149 €. Dans les magasins, ce sont ces modèles-là, d'entrée de gamme, sur lesquels on s'est rué pour pouvoir se déplacer coûte que coûte. Les vendeurs se frottent les mains. On est passé d'une vingtaine de vélos vendus à entre 120 et 150 sur certaines journées. Quand on n'achète pas, on peut louer. Scooter, moto, pour 50 € minimum la journée. Mais il n'y a que 4 loueurs sur Paris. Ici, toute la flotte, 60 véhicules, est réservée jusqu'à mercredi et une centaine de demandes n'ont pu être satisfaites. Plus convivial, le covoiturage a beaucoup de succès aussi. 30% de connexions supplémentaires lors des dernières grèves. Quant à ceux qui optent pour le surplace, ils se trouvent un hôtel pas cher. Les grèves tombent à point pour l'hôtellerie, secteur très morose en ce moment. Les grèves apportent un excédent de 5% de fréquentation qui est dû aux gens qui ne peuvent pas repartir et donc qui prolongent leur séjour, aux gens qui sont coincés à Paris pour leur travail et qui viennent prendre une chambre. Ce soir, Virginie rentre l'esprit tranquille. Demain, son réveil ne sonnera pas plus tôt que d'habitude. Voilà pour les usagers et les grèves dans les transports publics. Autre enjeu de cette journée pour les syndicats, étendre le mouvement au secteur privé. À l'usine Renault de Cléon en Normandie, reportage Martin Gouès, Yann Moine.
8h30, on cesse le travail. 9h30, on prend l'écart. La CGT bat le rappel. Chez Renault, le syndicat se veut à la pointe du combat des salariés du privé contre le projet Fillon. Les tracts passent de main en main. Demain, 3 heures d'arrêt de travail sont prévues. Mais dans le bal du changement d'équipe, certains ne jettent pas un regard au tract. On n'est pas forcément convaincus. On peut faire grève, on peut appuyer contre la réforme, mais il n'y a pas que la façon de défiler aussi dans la rue. On peut le faire ressentir autrement. Donc vous ne ferez pas grève demain? Je ne ferai pas grève demain, non. Moi j'ai déjà fait 2 fois, j'irai peut-être encore demain normalement. Et des grèves de 3 heures, vous pensez que c'est efficace? Non. Non, il faut une semaine. Si tout l'atelier arrête, je pense que je m'arrêterai aussi, je ne vais pas rester tout seul à travailler. À l'usine de Cléon, un salarié sur 5 est intérimaire et là, pas facile d'arrêter le travail. Cela, je suis en intérimaire, donc je sais pas, ça dépend du chef. Nous, intérimaire, on n'a pas le droit de faire grève. La CFDT est minoritaire sur le site et elle n'appelle pas à cesser le travail. Aujourd'hui, ils se sentent peu concernés car ils jugent que la réforme est surtout sur le public qu'elle pèse. Si on arrive à avoir une bonne... À la section CGT de Renault-Cléon, on s'inquiète pour la mobilisation de demain. On cherche à se motiver. Dans notre tête, il faut qu'on soit à la hauteur des objectifs, qu'on ait des objectifs à la hauteur des enjeux, à la hauteur de ce qu'il faut pour faire céder Raffarin et Fillon. Et on risque d'avoir peut-être un petit essoufflement sur ceux qui sont à leur 2e ou 3e débrayage, parce que c'est un petit peu à la carte ces machins-là. Attendons demain, voyons les débats et les discussions qu'on aura avec les gens et voir ce qu'ils sont prêts à faire avec nous. Depuis le 13 mai, date de la première manifestation, la mobilisation n'a cessé de baisser. Demain est une journée test. Encore un mot de l'actualité sociale pour vous dire qu'une 60aine de salariés de l'usine Péchinet à Ozat, dans l'Ariège, ont déversé 40 tonnes d'aluminium dans la rivière voisine. Ils souhaitent obtenir une rencontre avec leur direction pour améliorer les conditions du plan social. Une action évidemment très discutée. Les salariés menacent maintenant de verser des sacs de cryolite, un produit beaucoup plus polluant encore. Un nouvel accident de car meurtrier sur les routes de France. Il a fait au moins 5 morts et de nombreux blessés graves. Le véhicule à 2 étages effectuait la liaison entre la ville d'Agadir au Maroc et Paris. Le chauffeur se serait endormi au volant. Éric Perrin, Bernard Bonnarme. Le choc a dû être terrible. 7 heures ce matin sur la Nationale 10, cet autocar à étage quitte la route et fait plusieurs tonneaux. À son bord, 51 personnes. Le toit est arraché, passagers et bagages sont éjectés. Quelques instants après l'accident, ces 2 automobilistes arrivent. Quand on est arrivé, il y avait tout le monde qui était sur les côtés, tout le monde qui était sorti comme ils peuvent, quoi, parce que vous voyez l'état du bus, c'est catastrophique, hein. C'est une catastrophe. Et quand il y a des gens jusqu'au milieu de la route, on peut vite voir que c'est assez grave, quoi. Très vite, le plan rouge est déclenché et de très importants moyens déployés. Le car venait d'Agadir au Maroc et se dirigeait vers Paris. Le temps était clair, la route dégagée. L'enquête judiciaire pour homicide par imprudence confiée aux gendarmes permettra peut-être de connaître les causes de l'accident. On pense bien sûr à la fatigue, surtout sur cette longue ligne droite de 9 km, propice aux endormissements. Le chronotachygraphe et les disques de chacun des 3 chauffeurs ont d'ailleurs été saisis. À l'examen de ce disque, nous savons donc qui conduit, à quelle vitesse il roule, depuis combien de temps il roule, et s'il s'est reposé, s'il ne s'est pas reposé. La justice lance un appel à témoins. Le dernier bilan fait état de 5 morts et de 18 blessés très graves. Et à propos de sécurité routière, vous vous souvenez sans doute de cet accident qui avait provoqué une vive émotion l'an passé près de Valenciennes. Le chauffeur de l'ambassade de Mongolie qui roulait à contresens avait tué une jeune fille de 19 ans. Il avait été relâché 2 jours après son interpellation du fait de son statut diplomatique provoquant la colère des familles. Son immunité avait finalement été levée. Eh bien, il vient d'être condamné à 1 an de prison ferme. Justice, toujours avec le début du procès des assassins présumés de Claude Érignac. Premier face-à-face donc avec la famille, 5 ans après les faits. Au palais de justice de Paris, Dominique Verdaillan, Hervé Pozzo. Une entrée à l'image de ce que fut son attitude depuis 5 ans, discrète. Accompagné de ses enfants et de son beau-frère, Dominique Érignac se prépare à un face-à-face difficile. Au même moment, 9 des 11 accusés arrivent en fourgon. Le dispositif policier se veut dissuasif. Hors présence des caméras, les 9 membres du commando prennent place un par un dans le box. 21 gendarmes les entourent. Petit à petit, la veuve du préfet va trouver la force de les regarder, de les découvrir pour la première fois. Elle les a regardés les uns après les autres, mais me semble-t-il sans haine et sans esprit de vengeance. Les 9 accusés, eux, tournent plutôt leur regard vers la salle. Clin d'œil, sourire, signe de tête en direction de leurs épouses, de leurs compagnes.
Présent également dans la salle, le frère et la sœur d'Ivan Colonna, le grand absent du procès. 9 accusés au casier judiciaire vierge, exploitants agricoles, comptables, chauffeurs, professeurs de maths, veilleurs de nuit, professeurs d'histoire géo, tous poursuivis pour assassinat d'un préfet et aucun n'affiche pour l'instant ses convictions nationalistes. Je crois que leur état d'esprit, c'est un état d'esprit à la fois d'humilité, car ce sont des gens ordinaires qui ont l'amour de leur pays, mais comme beaucoup de personnes en Corse et ailleurs ont l'amour de leur pays. Des gens qui ont également le souci de vérité, une vérité qui sera la leur. Procès politique ou pas, on notera simplement que la justice peut parfois faire bon ménage avec la politique. Prévu initialement pour début juillet, le verdict ne sera rendu en définitive qu'après le référendum du 6 juillet sur le statut de la Corse. Il y a des hasards du calendrier troublants. Un procès, vous l'avez entendu, qui va donc se dérouler en l'absence du principal accusé, le tueur présumé Ivan Colonna, toujours en fuite. Stéphane Bretner, Sylvain Doba. Il est loin le temps où Ivan Colonna se montrait devant les caméras. Nationaliste convaincu, puis membre du FLNC, il a à peine 20 ans et des convictions bien établies. Nous, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple corse ne soit plus en situation coloniale à tous les niveaux. C'est le peuple corse qui fera son choix. 20 ans plus tard, il est devenu l'homme le plus recherché de France et depuis 4 ans, les policiers n'ont pas une piste sérieuse pour le localiser. Il y a 2 mois, une énième perquisition, cette fois-ci au domicile de ses parents, n'a rien donné. Depuis qu'il a quitté sa bergerie le 23 mai 1999, Ivan Colonna a été vu partout, même au Venezuela. Mais pour beaucoup de Corses, il n'a pas dû aller bien loin. Se cacher dans le maquis est une pratique bien rodée. On ne prend pas le maquis dans le maquis, justement. On peut être reçu dans un village par des gens qui n'ont pas forcément vos idées politiques ou vos idées tout simplement. Simplement parce que les lois de l'hospitalité jouent à fond. En cavale, le fugitif ne s'est manifesté qu'une seule fois, c'était il y a 2 ans. Dans une lettre, il clamait son innocence. Comment peut-il échapper aux policiers? L'omerta et les réseaux sont depuis toujours une aide précieuse. Je pense que Ivan Colonna bénéficie du soutien de ceux qu'on appelle les indépendantistes. Les gouvernements qui se sont succédés ont tous connu l'échec. À son arrivée, Nicolas Sarkozy a décidé de doubler le nombre d'enquêteurs et de leur fournir du matériel de contre-espionnage. Pour la veuve de l'ancien préfet, l'absence d'Ivan Colonna devient pesante. Maintenant, il faudrait vraiment arrêter l'assassin présumé de mon mari. Et je pense qu'après, voilà, ça a toujours été mon combat. Et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais être tranquille. Si le berger de Cargès était retrouvé, il serait jugé seul. Son cas a en effet été disjoint de celui des autres membres du commando. Et en ce jour d'ouverture du procès, un attentat à l'explosif a visé tôt ce matin un symbole de l'État au cœur d'Ajaccio, la perception des impôts. Les locaux ont été soufflés, les dégâts sont importants, l'attentat n'a été ni signé ni revendiqué. En bref, encore nouvelle évasion, cette fois à Lyon. Un détenu de 24 ans a escaladé le mur d'enceinte de la maison d'arrêt lors d'une séance de sport dans la cour. Un mur de 5 mètres de haut environ. En fait, ses complices avaient formé une pyramide humaine pour l'aider à escalader l'enceinte. 24 heures après les très violents orages, le nettoyage est en cours aujourd'hui dans le Calvados. C'est la ville de Trouville qui a été la plus touchée. Sur place, Christian Autin, Nicolas Prader. On a sorti l'échelle, on s'est mis en dessous, bon bah tout, là d'un seul coup ça a été l'effondrement complet, complet. Cet homme est encore sous le choc. C'est tout ce qu'il reste de sa maison, écrasé par un morceau de montagne hier après-midi. Piégé à l'intérieur, sa femme et son fils, blessés. Aujourd'hui, ils sont hors de danger. Nous on était en dessous. Nous on était carrément en dessous, on s'en est sorti, on ne sait pas comment. Voilà l'origine du désastre. Un déluge tombé du ciel en quelques minutes. Très vite, des torrents d'eau boueuse dévalent les rues de Trouville. La brutalité du phénomène a pris tout le monde de court. Du jamais vu, comme en témoigne ce vidéaste amateur filmant ces images. C'est hallucinant, j'ai la berlue en voyant ça. Les voitures, j'en ai vu 11 passer là. En l'air, celles qui sont en tribune, il a été garé dans les rues ici. Celle-là, elle en vient d'ailleurs. Ça fait 52 ans que je suis à Trouville et j'ai jamais vu ça. Les dégâts sont spectaculaires. Une vingtaine de voitures enchevêtrées. Au plus fort de la crue, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m, inondant caves et parkings. Résultat, près d'une centaine de commerces et d'habitations touchés. Ce matin, l'heure est au grand nettoyage et au premier bilan. La mairie vient de demander l'état de catastrophe naturelle.
Une mesure pour permettre une indemnisation plus rapide des sinistrés, inquiets pour la saison touristique qui vient tout juste de commencer. Et une partie des habitants de la région du Havre est privée d'eau potable depuis ce matin. Alors il s'agit d'orages de chaleur très localisés mais très violents. Explication Laurence de Cherf, Joseph Bachtik. Elle est tombée 30 000 fois. Quand la foudre s'y met, c'est rarement pour faire semblant. Les orages de la seule journée d'hier ont frappé parfois violemment. C'est surtout dans la région Normandie que l'activité électrique a été la plus intense hier après-midi. C'est là qu'il y a le plus d'impacts de foudre. Et ces impacts de foudre se sont aussi accompagnés de pluies particulièrement diluviennes. Il y a les pluies, mais il y a également la grêle. À Paris, c'est le nord-est qui s'est retrouvé recouvert d'un manteau de grêlons. Pluie ou grêle, même phénomène de rencontre entre chaud et froid dans les cumulonimbus. Dans ce nuage, on a beaucoup d'humidité, donc de l'eau à la fois sous forme liquide, solide. Il y a beaucoup de vent à l'intérieur de ce nuage. Tout ça va créer des frictions, il va y avoir des charges électriques qui vont se former. Et quand ces charges électriques vont être suffisamment importantes, il va y avoir une décharge d'électricité et ça va donner la foudre ou l'éclair. Voire la grêle. Les risques d'orage ont été annoncés le week-end dernier, mais impossible de prévoir leur localisation exacte. Atmosphère, il y a des mystères qui restent à découvrir. Et attention, demain, d'autres orages sont annoncés. Le détail avec Nathalie Riouet à la fin de ce journal. Rien à voir maintenant avec la météo, mais il s'agit bien d'un réchauffement, du moins ça en a l'apparence. Jacques Chirac et George Bush ont voulu corriger l'impression produite hier de l'avis général. Leur tête-à-tête a été marqué aujourd'hui par une atmosphère beaucoup plus détendue. Sur place à Évian, Gérard Leclerc, Didier Rancoeur. Large sourire et échange d'amabilité après les retrouvailles crispées de la veille. George Bush appelle le président français par son prénom. Les deux hommes qui se sont rencontrés une demi-heure en tête-à-tête assument leur désaccord sur l'Irak, mais veulent aller de l'avant. Il n'y a jamais eu de doute sur la position de Jacques Chirac dans la crise irakienne. Il me l'a dit dès le début et j'ai moi-même exprimé la mienne. C'est pour cela que nous avons de bonnes relations. Dès lors que nous nous concentrons sur un Irak libre, un Irak prospère, nous sommes d'accord. Même volonté d'apaisement chez le président Chirac, mais qui ne renie rien des positions françaises. Les relations franco-américaines sont bicentenaires. Et croyez-moi, elles continueront longtemps. Et dans un esprit de coopération qui n'exclut évidemment pas le fait d'avoir, sur tel ou tel point, une vision différente des choses. Jacques Chirac s'est également félicité que les membres du G8 partagent la confiance et la conviction que les économies peuvent repartir dans la croissance. Chacun y mettra du sien, les États-Unis devraient soutenir un dollar fort, les Européens baisser leurs taux et chaque pays engager des politiques dynamiques et des réformes structurelles. George Bush, reparti pour le Proche-Orient, a laissé ses partenaires du G8 réfléchir au développement durable et d'abord des pays pauvres. Qu'en sortira-t-il? Quelques engagements, notamment en milliards de dollars pour lutter contre le sida, quelques promesses à concrétiser, par exemple un meilleur accès des pays du Sud aux médicaments et à l'eau potable, mais il y a aussi les dossiers toujours en souffrance, comme l'aide au développement qui a en fait baissé ces dernières années. Et puis le G8 a adopté par ailleurs une déclaration contre la corruption, de nouvelles mesures contre le terrorisme dans le transport aérien, ainsi qu'un avertissement adressé à l'Iran et à la Corée du Nord sur la prolifération nucléaire. C'était l'une des demandes américaines. George Bush, vous l'avez entendu, qui a quitté Évian dès aujourd'hui, avant la fin du sommet, donc pour le Proche-Orient. Première étape, Sharm el-Sheikh, en Égypte, arrivé il y a quelques minutes, pour un sommet avec les pays arabes. Le grand rendez-vous est fixé mercredi à Aqaba en Jordanie pour une rencontre avec Ariel Sharon et le Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas. Les habitants de la ville de Genève, en tout cas, se souviendront de ce G8 chez leurs voisins français. Des groupes de casseurs ont une nouvelle fois semé la panique dans le centre-ville la nuit dernière. Dorothée Cochard, Yves Ginca sur place. Deuxième journée du G8 et deuxième nuit de violence dans les rues de Genève. Tout a commencé en fin d'après-midi avec l'arrestation d'une quinzaine de personnes dans un squat du centre-ville. Une action musclée qui, loin de calmer les esprits, a sonné le début d'une nuit de casse et de pillage. On s'attendait à voir viser les fast-foods ou les banques. Il n'en a rien été. Les casseurs n'étaient pas les extrémistes anti-mondialisation que l'on attendait. Il s'agissait plutôt de garçons de la région, très jeunes et manifestement mal organisés. Celui-ci vole un sac. Il va le relâcher quelques mètres plus loin. La police charge.
grenades assourdissantes et lacrymogènes. Pour les forces de l'ordre, il s'agit prioritairement d'empêcher les regroupements. Ils procéderont à une dizaine d'arrestations. 25 personnes seront présentées au juge ce matin, dont 4 Français. Des violences une nouvelle fois condamnées par les militants anti-G8, un peu las d'avoir à se justifier systématiquement de la présence de casseurs en marge de leur mouvement. Nous, on est très ferme et puis on condamne parce qu'on ne voit pas le sens politique qui pourrait tellement y avoir derrière et on ne se reconnaît absolument pas là-dedans. Ce soir, Genève est dans l'expectative. Les casseurs finiront-ils par se lasser? La police, elle, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle maintiendrait son dispositif. En bref, encore à l'étranger, le retour de l'ONU en Irak avec l'arrivée de son représentant spécial, le diplomate brésilien Sergio Vieira del Melo. Il aura notamment pour tâche limitée de coordonner les efforts humanitaires. Retour en France avec ce procès anti-tabac à l'américaine. Cela se passe à Saint-Nazaire et c'est une première. La caisse d'assurance maladie attaque 4 fabricants de cigarettes. Elle leur demande 18 millions d'euros. Sur place, Jacques Deveau, Michel Hiver. Ils y sont tous, les plus grands fabricants mondiaux de cigarettes et notre CEITA national. Tous responsables, selon la sécurité sociale, des pathologies de 1000 patients de la région de Saint-Nazaire. Cancer des poumons, du larynx, artériopathie. En tout, la caisse primaire d'assurance maladie a déboursé 18 millions d'euros en soins depuis 1997. Elle attend que les cigarettiers payent ses frais. Nous voulons cesser d'être effectivement des payeurs aveugles et nous voulons effectivement que la priorité soit donnée à des remboursements avec le concours de tiers si ceux-ci sont responsables en fait et en l'occurrence d'un produit dangereux. Le nombre d'avocats présents en dit long quant à la bataille de procédure engagée depuis 1999. D'ailleurs, les cigarettiers ne désarment toujours pas. À leurs yeux, la loi ne permet pas à la caisse primaire de se substituer à des victimes anonymes. Elle assimile à un préjudice propre les prestations qu'elle aurait dû verser à ses assurés. Les assurés n'ont pas agi, on n'a pas connaissance des données de chacun de ces dossiers. La procédure est donc de ce point de vue-là totalement irrégulière et elle est irrecevable. Le jugement sera rendu le 29 septembre. L'enjeu est de taille pour les fabricants de tabac. En perdant ce procès, ils verraient s'engouffrer dans la brèche plus de 150 caisses primaires d'assurance maladie. Et là, on ne parlerait plus en millions d'euros de dommages, mais en milliards. À Perpignan, c'est une autre méthode qu'a choisie le Conseil général des Pyrénées-Orientales. L'immeuble ne compte pas de locaux non-fumeurs. La présidence a donc décidé de prendre en charge ceux qui veulent arrêter la cigarette en offrant des patchs gratuits ou des consultations chez le psy. Sur place, Hélène Vergne, Frédéric Guibal. Difficile de s'en défaire et difficile d'y échapper. Dans les bureaux du Conseil général, la cigarette est partout. 27% de fumeurs qui, faute de locaux réservés, imposent leurs habitudes à leurs collègues. Moi, j'ai 2 fumeuses dans le bureau, là. Puis parfois, il y en a d'autres qui viennent les rejoindre. Donc, la convivialité, bon, il vaudrait mieux qu'elle existe dans un autre bureau, dans un endroit fumeur. Parce que la cohabitation devenait difficile, parce que la création d'un espace tabac était tout simplement trop chère, l'idée a germé d'inciter les fumeurs à se sevrer. Il faut vraiment que cette motivation vous soit personnelle, que vous ayez envie de changer quelque chose dans votre vie, parce que ça va vous faire du bien. À leur disposition, un diététicien, une psychologue, le tout sur le temps de travail. À l'issue de cet atelier unique en son genre, les volontaires sont incités à signer un engagement moral. J'ai besoin d'être guidée, alors aussi bien par un engagement écrit que par un suivi avec un médecin. Toute seule, j'y arriverai pas, c'est clair. 50 fumeurs ont déjà accepté le principe de ce contrat. Patch, médicaments, le coût financier est pris en charge, sans obligation de résultat. Il y aurait pression s'il y avait sanction. Dans l'immédiat, il n'y a pas de sanction, donc c'est pas une pression vraiment importante. Pas d'obligation donc, mais une invitation très symbolique qui coûtera 50 000 € au département. La santé encore avec le magazine complément d'enquête consacré au déficit de la Sécu. Il y a les raisons de fond, les tendances lourdes et il y a aussi les fraudes ou les excès. Agnès Grossman et Manolo Dartuis se sont tout simplement fait passer pour des malades ordinaires. Un extrait de cette enquête. Alors que je suis en parfaite santé, je prends 3 rendez-vous avec 3 médecins différents. Première visite, je fais venir un médecin à domicile. Elle va durer 20 minutes. Il me prescrit des vitamines et sans que je le lui ai demandé,
3 jours d'arrêt maladie, opération indolore pour la Sécu qui ne rembourse qu'à partir du 4e jour, mais pas forcément pour mon employeur. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur. Deuxième médecin dans un cabinet. Là aussi, il trouve que je vais bien. Je lui demande de me prescrire des séances de massage pour un mal de dos imaginaire. Alors, faire 8 séances de massage. Est-ce que je pourrais vous demander quelques jours d'arrêt maladie? Quelques jours, oui. Parce que je suis fatiguée et j'avoue que... Jusqu'à la fin de la semaine, on va dire. Ouais, ça vous ennuie pas? Non. J'obtiens 6 jours d'arrêt, week-end compris. Troisième médecin. Il ne me prescrit aucun médicament, mais de lui-même. Vous voulez que je vous arrête? Oui, j'aimerais bien. Moi aussi. C'est vrai? Pourquoi vous pensez que j'en ai besoin? Moi, j'aime bien arrêter les gens quand ils sont un peu malades. Ouais. Parce que ça fait du bien de s'arrêter. Et ça guérit pas mal de choses tout ça. Pas plus le reste. Donc moi je ne suis pas avare de ça. La sécurité sociale vient me voir souvent pour ça, mais je reste. Enfin, ça creuse le trou de la sécu quand même. Je m'en fous ça. Ils n'ont qu'à se débrouiller autrement. Cette fois, j'obtiens 8 jours d'arrêt qu'il justifie par une soi-disant gastro-entérite. En 2 heures et 3 médecins, j'ai obtenu 3 arrêts maladie, 8 séances de massage, 2 bilans sanguins, une facture de 500 € pour la Sécu si je me faisais rembourser, ce que bien sûr je ne ferai pas. Enquête instructive à suivre dans son intégralité. Donc ce soir dans Complément d'enquête, 23h40, Benoît Duquesne reçoit notamment Jean-François Mattei, ministre de la Santé. L'espace maintenant avec l'Europe à l'assaut de la planète Mars. Lancement réussi il y a un peu moins d'1 heure à Baïkonour de la sonde européenne Mars Express. Elle doit arriver à destination fin décembre et larguer sur la planète un vaisseau de 70 kg, un laboratoire robotisé. Objectif, repérer les traces d'eau et donc peut-être de vie sur la planète rouge. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Romuald Bonan, Claude Barnier. Cela n'arrive que tous les 26 ans. Pendant les 10 jours qui viennent, Mars sera distante de seulement 55 millions de kilomètres de la Terre. Un rendez-vous que ces scientifiques européens ne doivent pas rater s'ils veulent envoyer avec le moins de carburant possible Mars Express, cette énorme sonde spatiale d'1 tonne, avec sur son dos Beagle 2, cette petite soucoupe volante terrienne qui doit se poser à la surface de la planète rouge. Une mission dont l'objectif est de trouver de l'eau et peut-être de la vie sur la planète jumelle de la nôtre. Mais pour y parvenir, il a fallu prendre d'énormes précautions avant le départ. Par exemple, travailler en univers complètement stérile afin de s'assurer que le vaisseau spatial ne contaminera pas la planète Mars. La nécessité de cette grande stérilité est d'éviter de piéger des micro-organismes entre les tuiles de protection thermique et la structure sur laquelle nous les collons. Après 7 mois de voyage, Beagle 2 va affronter plusieurs moments très risqués. D'abord survivre aux températures de 1500 degrés lors de la traversée de l'atmosphère martienne. Puis se poser sans encombre au pôle nord de la planète, en rebondissant comme une balle de ping-pong, protégée par des airbags. Une fois stabilisé, le laboratoire robotisé va se déployer et se mettre au travail. Semblable à une taupe, un bras métallique ira forer le sol pour apporter de la roche et des cailloux afin de les analyser. Dans le même temps, des caméras feront une cartographie du relief et des capteurs radars scruteront le sous-sol afin de localiser la présence d'eau à l'état liquide et non pas seulement sous forme de glace. Plus vous vous enfoncez dans la planète, plus la pression et la température augmentent, inévitablement cette glace va fondre en fonction de la profondeur. Donc on va avoir un miroir pour des ondes radar qui devrait se situer vers 4-5 km. C'est là où se situe une couche d'eau liquide et évidemment cette couche de liquide est extrêmement intéressante puisqu'on pourrait imaginer que des bactéries vivent actuellement encore aujourd'hui. Toujours pour trouver des indices de vie, Mars Express, resté en orbite à 250 km d'altitude, va pointer ses capteurs vers l'atmosphère de la planète. Le but ? Repérer la présence de gaz émis en surface depuis le sous-sol, avec l'espoir de retrouver des traces d'oxygène et surtout de méthane. L'un de nos objectifs, c'est de détecter du méthane dans l'atmosphère martienne. Car le méthane et l'oxygène, présents en même temps, comme ici sur la Terre, seraient la preuve que des organismes vivants sont encore présents aujourd'hui sur la planète Mars.
Si tout va bien, le robot européen touchera le sol martien le jour de Noël 2003. C'est-à-dire quelques jours à peine avant l'arrivée de 2 autres robots terriens. 2 rovers américains, venus eux aussi percer les mystères de l'eau et de la vie sur la planète rouge. L'environnement maintenant avec la semaine du développement durable, autrement dit celui qui respecte l'environnement et les droits sociaux. Demain, un comité interministériel se réunira. Idée centrale, chacun d'entre nous, par des gestes simples, peut contribuer par exemple à économiser l'énergie. Nicolas Châteauneuf, Claude Barnier. Même quand il prend son petit déjeuner, Benoît Lebeau reste un éminent spécialiste des économies d'énergie. Pour lui, montrer l'exemple est une question de principe. Résultat, la facture énergétique de la famille a diminué de moitié. Mais pour cela, pas de miracle, il a fallu changer certaines habitudes et s'équiper. Alors qu'est-ce qu'elle a cette casserole de particulier? C'est très simple, elle chauffe avec la chaleur d'une bougie, la flamme d'une bougie. En fait, on la lance, flamme normale, et puis très vite, avec le petit thermomètre qu'il y a dessus, très vite on baisse pour que ça ne monte pas à 100 degrés. Donc après ça fond et c'est bon. Autre exemple, le frigo, dont les besoins électriques peuvent varier du simple au triple selon le modèle. Acheter les appareils les moins gourmands, cela permet de faire des économies à la maison, mais aussi à tout le pays. Les réfrigérateurs et congélateurs en France consomment 2 fois plus que toute la SNCF avec tous ces trains électriques et ces TGV à grande vitesse. Et les surprises continuent. Ces appareils électroménagers sont éteints, pourtant ils consomment toujours de l'électricité. On a 3 appareils ici, le téléviseur, le magnétoscope et le lecteur DVD. Tous sont soit éteints, soit en veille. Et on observe qu'il y a une consommation résiduelle de 16 watts. Un geste simple, couper le courant au niveau de la prise électrique. Mais s'il y a un poste qui consomme dans la maison beaucoup d'électricité, c'est bien sûr l'éclairage. Ici, l'ancienne lampe halogène de 500 watts a été remplacée par 2 ampoules basse consommation. Il y a moyen, comme je l'ai fait moi-même ici, de bricoler un petit peu et puis de mettre des ampoules basse consommation, et très peu d'invités voient la différence. Résultat, 4 fois moins de dépenses d'éclairage sur un an. Malgré cela, il reste encore à changer les mentalités, car lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, il sera peut-être trop tard pour avoir des idées. Et l'État veut montrer l'exemple. Parmi les mesures annoncées demain par Tokia Saïfi, secrétaire d'État au développement durable, des engagements sur 5 ans, baisse de 20% de la consommation d'énergie et de la consommation d'eau et recyclage de 60% des papiers blancs. Et puis France 2 s'associe à cet élan de la société. Émission spéciale en direct ce soir à 20h55. Le Climaction, apprendre en s'amusant à sauver la planète, avec Gaël Le Forestier et Patrice Laffont qu'on retrouve en direct. Bonsoir Patrice et Gaël. Quel est le programme ? Salut David, bah oui, ce soir on va se retrouver dans quelques instants pour une soirée exceptionnelle autour d'un enjeu majeur, vous en avez parlé, qui nous concerne tous, ce sont les changements climatiques. Et ça s'appelle le Climaction. Je ne me suis pas trompé, Gaël. Pas du tout, c'était parfait. Pendant cette soirée, nous allons jouer grâce à un questionnaire qui évoque notre vie quotidienne et ses effets sur le climat. Et puis nous allons aussi mieux connaître les enjeux grâce à des reportages avec des images très fortes. Absolument, c'est vrai, saisissante. Enfin, on va vous proposer d'agir concrètement grâce à 3 mesures que nous soumettrons à vos votes, une sorte de référendum. Vous allez voir tout à l'heure, on vous en dira un petit peu plus. Voilà David, il n'est pas trop tard pour agir. On se retrouve en direct à 20h50, mais ne vous pressez pas, là, nous on est prêts. Hein. On a presque terminé. Merci à vous deux. Salut, merci David. Et à tout à l'heure. Tennis, la déception française du jour à Roland-Garros. Arnaud Clément a été largement battu par l'Espagnol Albert Costa. Les Espagnols et les Sud-Américains qui dominent très largement le tournoi. Nathanaël Dorinxin, Alexandre Decuit. Un dernier tour et puis s'en va. Ça y est, il ne reste plus de Français dans le tableau masculin de Roland-Garros. Cet après-midi, Arnaud Clément est tombé sur plus fort que lui. Pas Agassi, pas Kuerten, non. Juste Albert Costa, espagnol et tenant du titre. On le disait fatigué par ses tours précédents. Il faut croire que Costa a de la ressource. Sur le central, Clément assiste impuissant à la démonstration de son adversaire. 6-2 dans la première manche, 7-5 dans la deuxième, break dans la troisième. Dans les gradins, ils sont nombreux à se demander ce qu'il faut faire pour le réveiller. La réponse vient d'Albert Costa. Alors qu'il a le match en main, l'Espagnol relance la partie, bien malgré lui. Dans le troisième set, Clément égalise et enflamme le central qui se prend à rêver d'un retournement de situation. C'est dommage pour le troisième set, mais à chaque fois, il manquait un petit truc. Ce petit truc, c'est
Il me le manquait moi et lui il l'avait. Et c'est ça qui fait, bon, dans les matchs comme ça, il faut l'avoir. C'est des petits détails qui font la différence. Après 3h30 d'effort, l'Espagnol remporte finalement le 3e set et le match. Au prochain tour, Costa doit retrouver son compatriote Tommy Robredo, un jeune joueur plein d'avenir. Il vient juste d'éliminer Gustavo Kuerten, le Brésilien, vainqueur à 3 reprises des internationaux de France. À Roland-Garros, l'Espagne a le vent dans le dos. Cet après-midi, Ferrero, le Madrilène, a battu Mantilla, le Barcelonais. Au bout du compte, ça fait 4 Espagnols en quart de finale. Et comme chaque lundi, l'image du week-end, et on reste à Roland-Garros avec la prestation du joueur brésilien Flavio Sareta. En attendant que son adversaire André Agassi soit prêt, il s'est lancé dans un numéro balle au pied qui a beaucoup impressionné. Et ça n'a pas déconcentré le numéro 1 mondial puisqu'il s'est qualifié lui aussi pour les quarts de finale. 6-2, 6-1, 7-5. Flavio Sareta peut peut-être entamer une carrière de footballeur. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite donc la météo, Nathalie Riouet, attention aux orages, 20h50 on en parlait il y a un instant, Climaction en direct, Patrice Laffont, Gaël Le Forestier, 23h40, complément d'enquête Benoît Duquesne. L'info sur France 2 dès 6h30, Télématin dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement. On se quitte sur ces images d'un anniversaire, celui du couronnement de la reine d'Angleterre. Il y a 50 ans tout juste, Elisabeth de Windsor devenait Elisabeth II et elle a assisté aujourd'hui à une cérémonie commémorative en l'abbaye de Westminster. À demain.